d'un renouveau, d'autres découvraient avec effroi que la violence n'avait pas tout effacé. Des témoignages recueillis dans les quartiers populaires laissaient entendre que plusieurs des individus abattus auraient pu n'être que les exécutants d'un réseau bien plus vaste et structuré, aux ramifications jusque dans l'ombre des hautes sphères locales. Dans ce climat d'incertitude, la rumeur d'un complot dissimulé se propageait rapidement, semant la méfiance parmi ceux qui espéraient une paix durable. L'enquête qui dérange, animée par le désir de vérité et le poids de ses responsabilités, Malik, l'officier qui avait mené l'opération, décida de creuser plus profondément. Aux côtés de Jeanne, l'informatrice dont la contribution s'était révélée cruciale, il entama une enquête discrète visant à relier les points entre les événements de la nuit fatidique et d'éventuelles collusions au sein des institutions locales. Au fil de rencontres secrètes et de documents obtenus en catimini, une sombre toile de corruption et de complicité se dessinait. Certains indices suggéraient que des figures influentes, jusque-là inconnues du grand public, auraient orchestré, dans l'ombre, les manœuvres du réseau criminel. La découverte de ces liens mit en péril la stabilité même des forces de l'ordre et sema le doute dans l'esprit des citoyens. Les voix de la cité en émoi. La révélation de cette conspiration potentielle ne tarda pas à atteindre le cœur de la population. Dans les marchés, sur les places publiques et même dans les foyers, les discussions allaient bon train. Des réunions de quartier se transformèrent en véritables tribunes d'expression, où chacun exposait sa vision d'une justice trop souvent expéditive. Les discours passionnés d'anciens militants, de jeunes étudiants et de leaders communautaires se faisaient l'écho d'un malaise profond. Dans ce climat de contestation, des appels à la transparence et à l'intégrité se faisaient entendre, exigeant que les autorités ne laissent aucun secret entacher la quête de vérité. Un tournant décisif dans la tourmente. Face aux pressions grandissantes, le gouvernement local fut contraint de réagir. Une commission d'enquête, composée de représentants de la justice, de la police et d'observateurs indépendants, fut officiellement constituée pour faire la lumière sur les faits. Malik fut appelé à témoigner et à partager l'ensemble des éléments collectés lors de sa discrète investigation. Lors d'une conférence de presse chargée d'émotion, il déclara avec une fermeté empreinte de tristesse : « La vérité, si douloureuse soit-elle, est le seul chemin pour nous permettre de reconstruire notre confiance. Nous ne pouvons plus tolérer que l'ombre de la corruption entache la lumière d'une société en quête de justice. » Ces mots, résonnant dans l'Assemblée, marquèrent un tournant dans la lutte contre l'impunité. La commission s'engagea alors dans une mission ardue, consciente que chaque révélation pourrait bouleverser durablement l'ordre établi. La résilience d'une communauté en mutation. Dans les semaines qui suivirent, Goma devint le théâtre d'initiatives citoyennes inédites. Des associations locales, des ONG et même des universitaires se mobilisèrent pour organiser des ateliers de dialogue visant à instaurer une relation de confiance entre la population et les institutions. Des espaces de parole furent créés pour recueillir les souffrances et les espoirs des habitants. Parmi eux, Malik, fatigué mais déterminé, se retrouva souvent invité à partager son expérience, à la fois pour expliquer les enjeux de la sécurité et pour rappeler que la lutte contre le crime devait rimer avec respect des droits fondamentaux. Les réunions, parfois houleuses, témoignaient de la dualité d'un peuple partagé entre la colère et l'espoir. La ville, encore marquée par les cicatrices de la violence, s'efforçait de se reconstruire à travers un dialogue sincère, où chacun pouvait exprimer ses doutes et ses aspirations. L'ombre d'une revanche inévitable. Pourtant, malgré les efforts de réconciliation, une ombre persistait. Des factions dissidentes, jadis liées au réseau criminel, refusaient d'accepter la remise en cause de leur pouvoir. Dans les recoins sombres de la ville, des groupes de résistants se regroupaient, menaçant de faire éclater une nouvelle vague de violence. Des messages anonymes circulaient, promettant une revanche contre ceux qui auraient osé défier l'ordre établi. Ces signaux d'alerte, relayés par des canaux informels et parfois violents, rendaient l'atmosphère encore plus électrique. Malik, conscient du danger imminent, intensifia la surveillance et la coordination avec ses collègues, tout en veillant à ne pas sombrer dans une nouvelle brute. Par ailleurs, dans les couloirs d'une université locale, des étudiants débattaient ardemment de la légitimité des mesures prises par les autorités. Pour certains, l'intervention représentait un coup de semonce nécessaire pour démanteler des réseaux criminels
qui exploitait la vulnérabilité des plus démunis. Pour d'autres, elle symbolisait l'avènement d'une justice expéditive qui, en sacrifiant les droits individuels, risquait de saper les fondements mêmes de l'état de droit. Le débat s'étendait jusque dans les médias régionaux, où des éditoriaux analysaient les enjeux de cette opération. Des voix s'élevaient pour dénoncer ce qui était perçu comme une guerre contre la criminalité, qui, malgré ses apparences, masquait une lutte de pouvoir au sein des forces de sécurité. Dans les cafés, les marchés et même sur les places publiques, chacun cherchait à comprendre comment Goma pouvait, en l'espace d'une seule journée, être à la fois le théâtre d'une répression violente et d'une tentative de restauration de l'ordre. La nuit des interrogations. Les heures qui suivirent l'opération furent marquées par une introspection collective. Les policiers, tout comme les citoyens, durent composer avec des questions existentielles sur la légitimité de la violence et ses répercussions à long terme. Malik, qui avait été en première ligne, se trouvait désormais face à un dilemme moral. Chaque mission accomplie était accompagnée du souvenir des visages flous de ceux qu'il avait été contraint d'abattre. Dans le calme relatif de la nuit, alors que la ville tentait de se reconstruire sur les décombres de la violence, il se remémorait les paroles de son mentor. La véritable force d'un homme se mesure à sa capacité de pardonner, mais aussi de protéger ceux qui en ont besoin. Ces mots résonnaient en lui, alimentant une lutte intérieure entre le devoir de servir et le désir de trouver une issue pacifique. Dans un bureau isolé du commissariat, il relisait les rapports de la veille, analysant chaque détail de l'intervention. Le poids des responsabilités était immense, et chaque signature sur ces documents devenait le témoignage d'un choix difficile. Les répercussions politiques. L'impact de l'opération ne se limita pas aux rues de Goma. Rapidement, les sphères politiques locales et nationales se trouvèrent confrontées à la question de la sécurité et de l'ordre public. Des commissions parlementaires furent constituées pour enquêter sur les événements, et des débats houleux s'engagèrent sur la nécessité d'un renforcement des moyens de la police versus le respect des droits de l'homme. Dans les bureaux du gouvernement, des discussions stratégiques se poursuivaient tard dans la nuit. Certains responsables voyaient dans cette opération un précédent à suivre pour lutter contre le crime organisé, tandis que d'autres mettaient en garde contre une dérive autoritaire. Les médias internationaux, attirés par le caractère sensationnel de l'affaire, multipliaient les analyses et les reportages, contribuant à faire de Goma le symbole d'une lutte plus large contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs. À travers ces échanges, la complexité du problème se révélait. Il ne s'agissait pas seulement d'un affrontement entre policiers et criminels, mais d'une confrontation aux multiples facettes entre espoir, désespoir et ambitions politiques divergentes. Vers un futur incertain. Au fil des jours, la ville tenta de panser ses blessures. Les familles endeuillées, les victimes des violences passées et les citoyens qui avaient vu leur quotidien bouleversé cherchaient à retrouver un semblant de normalité. Des initiatives communautaires virent le jour, visant à renforcer la cohésion sociale et à offrir un soutien psychologique aux plus fragiles. Des réunions de quartier, des séances de médiation et des ateliers de reconstruction du tissu social furent organisés par des associations locales et des ONG engagées. Malik, de son côté, s'efforçait de tirer les leçons de cette nuit tragique. Il participait désormais à des réunions avec des représentants de la société civile pour discuter des moyens de prévenir de futures dérives et de renforcer la confiance entre la police et les citoyens. « Nous avons peut-être rétabli l'ordre pour l'instant », confiait-il lors d'un entretien discret. Mais la véritable victoire réside dans la capacité de notre communauté à se relever et à se reconstruire ensemble. Cette quête d'un futur meilleur, malgré les cicatrices laissées par la violence, symbolisait l'esprit indomptable de Goma. La ville, malgré les défis immenses auxquels elle était confrontée, restait animée par une volonté farouche de changer son destin et de construire un avenir où la peur serait remplacée par la solidarité. Épilogue. Les événements de cette journée fatidique ne furent ni un point final ni une solution définitive aux maux qui affligèrent Goma. Ils ouvrirent plutôt une période de réflexion intense.
Les répercussions imprévues, les jours qui suivirent l'opération de neutralisation ne tardèrent pas à révéler des effets inattendus. Tandis que certains citoyens commençaient à croire en la possibilité d'un renouveau, d'autres découvraient avec effroi que la violence n'avait pas tout effacé. Des témoignages recueillis dans les quartiers populaires laissaient entendre que plusieurs des individus abattus auraient pu n'être que les exécutants d'un réseau bien plus vaste et structuré, aux ramifications jusque dans l'ombre des hautes sphères locales. Dans ce climat d'incertitude, la rumeur d'un complot dissimulé se propageait rapidement, semant la méfiance parmi ceux qui espéraient une paix durable. L'enquête qui dérange, animée par le désir de vérité et le poids de ses responsabilités, Malik, l'officier qui avait mené l'opération, décida de creuser plus profondément. Aux côtés de Jeanne, l'informatrice dont la contribution s'était révélée cruciale, il entama une enquête discrète visant à relier les points entre les événements de la nuit fatidique et d'éventuelles collusions au sein des institutions locales. Au fil de rencontres secrètes et de documents obtenus en catimini, une sombre toile de corruption et de complicité se dessinait. Certains indices suggéraient que des figures influentes, jusque-là inconnues du grand public, auraient orchestré dans l'ombre les manœuvres du réseau criminel. La découverte de ces liens mit en péril la stabilité même des forces de l'ordre et sema le doute dans l'esprit des citoyens, les voix de la cité en émoi. La révélation de cette conspiration potentielle ne tarda pas à atteindre le cœur de la population. Dans les marchés, sur les places publiques et même dans les foyers, les discussions allaient bon train. Des réunions de quartier se transformèrent en véritables tribunes d'expression où chacun exposait sa vision d'une justice trop souvent expéditive. Les discours passionnés d'anciens militants, de jeunes étudiants et de leaders communautaires se faisaient l'écho d'un malaise profond. Dans ce climat de contestation, des appels à la transparence et à l'intégrité se faisaient entendre, exigeant que les autorités ne laissent aucun secret entacher la quête de vérité. Un tournant décisif dans la tourmente face aux pressions grandissantes, le gouvernement local fut contraint de réagir. Une commission d'enquête, composée de représentants de la justice, de la police et d'observateurs indépendants, fut officiellement constituée pour faire la lumière sur les faits. Malik fut appelé à témoigner et à partager l'ensemble des éléments collectés lors de sa discrète investigation. Lors d'une conférence de presse chargée d'émotions, il déclara avec une fermeté empreinte de tristesse: « La vérité, si douloureuse soit-elle, est le seul chemin pour nous permettre de reconstruire notre confiance. Nous ne pouvons plus tolérer que l'ombre de la corruption entache la lumière d'une société en quête de justice. » Ces mots résonnant dans l'Assemblée marquèrent un tournant dans la lutte contre l'impunité. La commission s'engagea alors dans une mission ardue, consciente que chaque révélation pourrait bouleverser durablement l'ordre établi. La résilience d'une communauté en mutation. Dans les semaines qui suivirent, Goma devint le théâtre d'initiatives citoyennes inédites. Des associations locales, des ONG et même des universitaires se mobilisèrent pour organiser des ateliers de dialogue visant à instaurer une relation de confiance entre la population et les institutions. Des espaces de parole furent créés pour recueillir les souffrances et les espoirs des habitants. Parmi eux, Malik, fatigué mais déterminé, se retrouva souvent invité à partager son expérience, à la fois pour expliquer les enjeux de la sécurité et pour rappeler que la lutte contre le crime devait rimer avec respect des droits fondamentaux. Les réunions, parfois houleuses, témoignaient de la dualité d'un peuple partagé entre la colère et l'espoir. La ville, encore marquée par les cicatrices de la violence, s'efforçait de se reconstruire à travers un dialogue sincère où chacun pouvait exprimer ses doutes et ses aspirations, l'ombre d'une revanche inévitable. Pourtant, malgré les efforts de réconciliation, une ombre persistait. Des factions dissidentes, jadis liées au réseau criminel, refusaient d'accepter la remise en cause de leur pouvoir. Dans les recoins sombres de la ville, des groupes de résistants se regroupaient, menaçant de faire éclater une nouvelle vague de violence. Des messages anonymes circulaient, promettant une revanche contre ceux qui auraient osé défier l'ordre établi. Ces signaux d'alerte, relayés par des canaux informels et parfois violents, rendaient l'atmosphère encore plus électrique. Malik, conscient du danger imminent, intensifia la surveillance et la coordination avec ses collègues, tout en veillant à ne pas sombrer dans une nouvelle était telle qu'on pouvait sentir le poids de la responsabilité peser sur chacun. L'aube de l'intervention.
Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil luttaient contre l'obscurité de la nuit, une alerte retentit dans tout le commissariat de Goma. L'opération, planifiée dans le plus grand secret, se mettait en marche. Les forces de l'ordre, organisées avec une précision quasi militaire, se déployèrent dans divers quartiers stratégiques. Malik, à la tête de son unité, avançait dans les rues désertes, le regard fixé sur l'horizon d'une ville qui semblait s'être figée dans le temps. Le silence de la matinée fut brusquement rompu par le vacarme des interventions simultanées. Dans plusieurs zones de la ville, des confrontations éclatèrent en un éclair. Les bandits, surpris par la rapidité et la rigueur de l'action policière, n'eurent pas le temps de se regrouper. L'opération, méticuleusement orchestrée grâce aux informations recueillies la veille, permit de neutraliser 9 individus dont l'identité, bien que présumée, faisait déjà l'objet de nombreuses spéculations. « Tenez bon, on avance !» cria Malik dans le tumulte, sa voix résonnant comme un appel à la résilience. Des échanges de tirs, ponctués par le bruit sourd des véhicules en fuite et le cliquetis des armes, dessinèrent une chorégraphie cruelle au cœur même de Goma. Les visages se fermaient, les regards se perdaient dans le tourbillon de l'action. Chaque seconde comptait, et dans ce ballet tragique, l'espoir d'un retour à la normale se mêlait à la peur des conséquences à venir. La matinée des révélations. Lorsque la poussière commença à retomber, Goma se retrouva face aux échos d'un drame aussi brutal qu'inattendu. Les rues, habituellement empreintes de vie, étaient désormais le théâtre d'un silence lourd. Les autorités proclamèrent rapidement que 9 présumés bandits armés avaient été abattus en moins de 24 heures, une annonce qui divisa l'opinion publique. Pour certains, cette action représentait la promesse d'un rétablissement de l'ordre. Pour d'autres, elle évoquait les méthodes expéditives et parfois controversées d'une justice qui ne laisse aucune place au doute. Au commissariat, Malik, épuisé mais déterminé, scrutait les visages de ses collègues et les lignes gravées par l'inquiétude. Une journaliste locale, Amina, impatiente de relater ces événements, se frayait un chemin à travers les couloirs du poste. Avec son carnet de notes et son appareil photo, elle était résolue à mettre en lumière les nuances d'une opération qui, malgré son efficacité, laissait planer une ombre sur le respect des droits et des procédures. Ce n'est pas seulement une victoire contre la criminalité, confia Malik à Amina lors d'un bref entretien, c'est aussi le reflet d'une lutte intérieure contre un système qui, parfois, se trouve déchiré entre l'urgence de l'action et le devoir de préserver la vie humaine. Les témoignages se multipliaient. Dans les quartiers environnants, des familles endeuillées pleuraient la perte de proches, tandis que d'autres voyaient en cette intervention une délivrance tant attendue. Les opinions s'entrechoquaient et le débat public s'enflammait sur la question des méthodes employées par les forces de l'ordre. Répercussions et résonance. Dans le sillage de l'opération, Goma devint le théâtre d'un débat passionné sur la légitimité de l'usage de la force. Les réunions de quartier se succédaient et la population exprimait tour à tour son soulagement et sa crainte. Des rassemblements improvisés se tenaient sur les places publiques où des discours enflammés dénonçaient soit la brutalité policière, soit le manque de rigueur dans la protection des citoyens. Au centre de ce tumulte, Malik restait hanté par les visages des suspects abattus. Chacun d'eux représentait à sa manière l'échec d'un système social qui avait vu naître la délinquance et la violence. Dans ces moments de solitude, il se remémorait son propre passé, une enfance marquée par la pauvreté et les injustices, et se demandait si la violence ne faisait pas partie d'un cycle inévitable. Le chef de la police, conscient de la dimension symbolique de l'intervention, fit une déclaration publique dans l'après-midi. « Nous avons pris des mesures fortes pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Toutefois, nous restons déterminés à mener une enquête approfondie afin de vérifier que chaque action entreprise respecte les normes de notre justice. » Ces mots, bien que porteurs d'un message d'espoir, ne parvenèrent pas à apaiser l'inquiétude qui rongeait une grande partie de la population. Chapitre 6. Les voix de la rue. Au cœur de Goma, la vie reprenait peu à peu son cours, mais les cicatrices restaient visibles. Dans un modeste appartement d'un quartier populaire, Marie, une mère de famille, racontait à ses enfants les événements de la veille. La justice a frappé fort, mais c'est notre responsabilité de bâtir un futur où personne n'aura peur de sortir de chez lui.